Jiddu Krishnamurti est né dans un village appelé Madanapalli. J'ai été dans sa maison où il est né et où il a vécu. Une maison centenaire, une adorable petite maison, un bel endroit. Elle est conservée comme un monument pour lui aujourd'hui. À une époque, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, la théosophie s'est répandue dans le monde de façon importante. Cela a été lancé par Madame Blavatsky, qui s'intéressait beaucoup à l'occulte et au mysticisme. Et elle a passé la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont vu beaucoup d'Anglais et d'autres Européens en recherche de mysticisme, voyager en Inde et explorer et écrire beaucoup de livres, beaucoup, vous savez. Max Muller, Paul Brunton et beaucoup d'autres. Blavatsky était encore avant eux. Ce sont tous des explorateurs du mysticisme. À l'époque, ce n'était pas comme aller quelque part pour apprendre, c'était une aventure. Il fallait vraiment partir à dos de cheval et partir vers un pays étrange, combattre toutes sortes de choses, essayer de rencontrer le bon type de gourou et... c'était toute une aventure. Donc ils se sont fait traverser tout ça. Madame Blavatsky est allée dans toutes sortes d'endroits, elle est allée au Tibet, elle est allée en Inde, et ensuite elle est descendue jusqu'au Tamil Nadu et y a établi la Société théosophique, qui est toujours là. Et ensuite, ils ont commencé à rêver de produire un être parfait. Puis, ils ont révélé cette information. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais effectivement, dans la tradition yogique, il y a un yogi nommé Sunira. Sunira a vu que la conscience humaine peut être développée. Si vous produisez un être humain parfait, capable d'apporter cela à toutes sortes de gens, quelque part, il est issu de la tradition de Shiva. Quelque part, c'est son rêve de créer un autre être comme lui. Il veut reconstruire un Shiva vivant, un enseignant parfait pour le monde, qui est complètement multidimensionnel, pas tel genre d'enseignement ou tel genre d'enseignement. Tout comme Shiva a exploré l'ensemble de la conscience humaine et du corps humain de toutes les façons possibles, il veut ce genre d'être vivant. Donc il a commencé à créer le corps énergétique pour ce genre d'être. Et puis, il s'est dit qu'il pourrait construire un corps physique par-dessus ça, et le lâcher dans le monde, avec une durée de vie de quelques centaines ou milliers d'années, pour qu'il transforme le monde entier avant que son heure ne vienne. Donc il a commencé à travailler sur ce projet. Et bien sûr, il est mort sans l'avoir accompli. De nombreux yogis ambitieux ont repris le projet laissé par Sunira et ont essayé de reconstruire ce corps énergétique d'un parfait enseignant qui peut transformer la conscience humaine. Donc, Madame Blavatsky, Leadbeater et Annie Besant, qui se sont associés pour propulser ce mouvement théosophique à travers le monde, ce qu'ils ont réussi à faire dans une large mesure, et ils ont compilé la plus phénoménale bibliothèque occulte de la planète, elle est toujours dans la Société théosophique en Inde. Ils ont rassemblé toutes sortes de livres sur l'occulte, et ils ont mis en place tout un groupe d'études. Encore aujourd'hui, les groupes de J. Krishnamurti sont appelés des groupes d'études. Oui, des cercles d'études ou des groupes d'études, parce que ces groupes d'études ont été créés par Annie Besant et Leadbeater.
Ce sont des intellectuels brillants, aucun doute là-dessus. Mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Mais ils ont collecté une phénoménale quantité d'informations. Donc, quelque part, ils ont cru qu'avec ces informations et avec leur intelligence et intellect, ils peuvent recréer tout ça. Et ils ont commencé à chercher des corps appropriés, sur lesquels ce corps d'un super enseignant peut être superposé. Jiddu Krishnamurti, Rukmini Arundel, qui d'autre? Un de plus, peu importe. Ils ont commencé à les entraîner très durement pour les préparer, physiquement, mentalement, mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Ils lisent des livres et essaient d'appliquer ça à ces garçons. Et Jika, ils lui ont fait faire toutes sortes de processus méditatifs. Et il a atteint un certain niveau de... Il est devenu un être humain fantastique. Il était quelque chose que personne ne pouvait déchiffrer. Mais il était comme une fleur, son parfum était inratable. Puis ils ont décidé, quand Jika a eu 27 ans, cette société théosophique a décidé d'annoncer au monde qu'il est l'enseignant du monde. L'enseignant parfait est arrivé. Les gens se sont rassemblés avec grand intérêt. Jika est monté sur la scène et il a dit, « Je ne suis pas l'enseignant du monde. » Ouf! Toute la société théosophique et leurs projets, tout est tombé à l'eau. Il a eu le courage et l'intelligence et la sagesse de dire, « Je ne le suis pas. » La plupart des idiots auraient dit, « Oui, je suis l'enseignant du monde, je suis la réincarnation de Bouddha et de Jésus et tout. » La plupart des idiots auraient fait ça. Il a eu l'intelligence et la sagesse et la vision de dire que je ne suis pas ces bêtises qu'ils essaient de faire de moi. Et Jika est sorti de la théosophie et il a commencé à parler. C'est un orateur brillant. Donc les gens se sont assemblés autour de lui. Énormément de sagesse et de bon sens. Donc quand il parlait, les gens étaient captivés. Assez magique, la façon dont il parle. Vous savez, quelqu'un m'a parlé, j'avais juste 17-18 ans. Quelqu'un m'a parlé des cercles d'études de Jika, c'était à la mode. Pour tous ces gens qui pensent être intellectuels, il faut lire Jika, il faut écouter les audios de Jika, autrement tu n'es pas assez intellectuel. Dans l'intelligentsia indienne, si tu n'as pas lu Jika, Kierkegaard et Dostoïevski, tu n'as pas de cerveau. C'est vu comme ça. Donc c'est comme une mode. Tout le monde doit avoir lu ça, qu'il le comprenne ou pas. Tu as lu Dostoïevski, tu as lu Kierkegaard, tu as lu J. Krishnamurti, ça veut dire que ton cerveau marche. C'est le critère. Donc, les gens parlaient. Jika, c'est quelque chose. Tous les samedis après-midi, ils ont un cercle d'études où ils passent des cassettes audio, et il y a ces livres et autres. Des amis m'ont invité et j'y suis allé. Donc, ils passaient une petite vidéo. L'homme était assis comme ça, c'est la première fois que je le vois. La première fois que je l'écoute. Il était encore en vie à l'époque. Rien que l'intégrité de la personne déborde de partout. La pure intégrité de l'homme est immanquable. Donc, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai écouté quelques audios et regardé quelques vidéos. Il m'a plu, mais j'étais trop sauvage pour écouter qui que ce soit. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, la vie m'appelait constamment. Donc je n'avais pas le temps d'écouter mes parents, ou mes professeurs, ou Jika, ou IJ, ou X, Y, Z, vous savez. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, donc j'ai quitté le cercle d'études et continué. J'y suis peut-être allé pendant environ 5 semaines, je me souviens très bien. Pendant 5 week-ends, j'y suis allé, chaque samedi après-midi, juste 1h30. Ils passaient une vidéo d'une demi-heure ou un audio, et puis ils se mettaient tous à discuter, et tout le monde devenait confus. Parce que personne autour de lui ne comprenait de quoi il parlait. Parce qu'il refuse d'utiliser une quelconque méthode. Il refuse d'utiliser un quelconque exemple. Il refuse d'utiliser une quelconque parabole, histoire, blague ou quoi que ce soit. Juste,
c'est juste une dissection intellectuelle. Cela s'appelle Gnana Marga. C'est du pur Gnana Marga. Gnana veut dire la voie de l'intellect. Parmi ces 7 milliards de personnes, si vous trouvez 10 000 personnes qui ont ce genre d'intellect aiguisé comme un rasoir, qui peuvent, sans le moindre contexte, ils peuvent découper et redécouper les choses, vous n'en trouverez même pas, je pense que vous n'en trouverez même pas 10 000, peut-être que vous allez trouver 1000 personnes. Et ces 1000 personnes ne sont pas forcément intéressées par le processus spirituel. Elles essaient peut-être de découper les marchés financiers, elles essaient peut-être de découper autre chose. Donc, autour de J.K., tout le monde pouvait sentir que l'homme est spécial. Mais personne n'arrivait à comprendre de quoi il parle. Parce que il refusait de jouer le rôle d'un gourou. Il refusait d'initier qui que ce soit à quoi que ce soit. Il refusait de donner la moindre méthode, le moindre processus. Il disait, ça va de toute façon arriver. C'est vrai. De toute façon, ça va arriver. Mais peut-être au bout d'1 million de vies. Donc si vous êtes pressé, soit vous devez avoir ce genre d'intellect, ce qui est rare, soit vous devez être prêt à utiliser les autres facultés que vous avez, le corps, les énergies, les émotions, toutes ces choses. Il a conduit sa voiture sur une roue. Lui, il fait ça bien, mais personne d'autre n'y arrivait. Un être humain fantastique. Quand il était là, il y avait un parfum. Une fois parti, que des livres. Parce qu'il n'y a pas de processus vivant. Khalil Gibran a dit au sujet de J. Krishnamurti, « Quand je suis entré dans la pièce, J.K. était assis et Khalil Gibran est allé le voir. Il a dit, « Quand je suis entré dans la pièce, je suis rentré dans un mur d'amour. Ça m'a juste sauté à la figure. » Voyez, vous n'associeriez jamais J.K. à l'amour. Ce n'est pas un homme aimant. Il n'en a pas l'air. Il est comme ça. Il n'a définitivement pas l'air aimant. Mais il est très aimant. Ses énergies sont d'une compassion absolue, mais ses mots sont comme un couteau. Donc, les gens sentaient quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'est. Ils n'arrivaient pas à le saisir parce qu'il ne donnait pas de prise. Il disait, si vous tenez la prise, vous pourriez rester coincé, donc ne vous tenez pas. Si il y avait des millions de personnes avec un mental aiguisé comme un rasoir dans le monde, cela aurait été une fabuleuse façon de s'y prendre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, étant donné la façon dont l'humanité est, la façon dont l'intellect des gens est enchevêtré dans 1 million de choses, cette méthode ne va simplement pas mener qui que ce soit où que ce soit. C'est un processus magnifique, mais il doit y avoir des gens capables de le digérer, n'est-ce pas? Donc, J. Krishnamurti était comme une fleur. Son parfum s'est fait sentir quand il était en vie. Et c'est tout. Ses mots sont bons. Si vous voulez les utiliser comme une sorte d'exercice intellectuel pour laisser tomber certaines choses, ils peuvent être utiles, brillants. Sa brillance intellectuelle s'exprime à chaque instant de sa vie. Il a lancé quelques écoles qui sont des écoles merveilleuses, qui marchent encore. Il faut que je vous raconte mon lien avec lui. Quand je suis allé à ces... vous savez, à ces week-ends, pendant 5 samedis, samedi après-midi, 1h30, c'est là que j'ai été exposé à lui. Un jour, il a parlé d'éducation. Et ça m'a vraiment saisi. Et vous savez, ça m'a vraiment complètement retourné. Parce que toutes les idées, je n'avais jamais pensé à une autre façon d'éduquer les gens. Je pensais uniquement à la façon de démanteler tout le système éducatif dans mon mental. Quand il a parlé d'éducation,
tout à coup, ça m'a frappé. Il y a une autre façon de s'y prendre. Donc, juste cette pensée m'est venue à l'esprit. Je n'avais que 17, 18 ans, et je vivais sans bride et je rêvais de déguerpir quelque part. Donc, je me disais juste que si, à tout moment, un enfant passe sous mon contrôle, j'aimerais le faire passer par ce genre d'éducation. Donc, il s'est simplement trouvé que quand ma fille a dû aller à l'école, quand elle a été admise dans une des meilleures écoles d'outils, mais ça a été comme un flash dans mon mental. Ok, il y a une école JK, pourquoi est-ce que je ne l'envoie pas là? Et elle est allée dans cette école et elle a passé 8 ans à y étudier. Donc rien que ces 5 samedis après-midi, 1h30, il a eu un tel impact sur moi que je lui ai confié ma fille en quelque sorte. Donc ma question c'est, faut-il penser que manger végétarien, ne pas boire d'alcool, le célibat, si on pratique cela pour que notre corps soit en forme, pour rendre le kriya de 11 minutes plus efficace? Voyez, c'est ce que j'ai dit tout le long. Pourquoi est-ce que même manger est une valeur morale? La nourriture concerne le corps. Nous devons manger ce qui convient à ce corps. Mais maintenant, vous parlez de faire de la nourriture une habitude. Je veux vous le dire, il n'y a pas de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Qui dit habitude, dit que vous fonctionnez inconsciemment. Si vous fonctionnez inconsciemment, c'est une mauvaise chose parce que tout le truc, lorsqu'on est humain, c'est qu'on est capable de faire les choses consciemment. C'est la beauté d'être humain, qu'on peut tout faire consciemment. Ce qu'un animal fait inconsciemment, on peut faire la même chose consciemment. On peut manger inconsciemment, ou on peut manger consciemment. On peut respirer inconsciemment, ou on peut respirer consciemment. Tout ce qu'on peut faire, on peut le faire consciemment. Dès que l'on fait quelque chose consciemment, tout à coup, cet être humain a l'air très raffiné et magnifique. Juste parce que quelqu'un marche et parle consciemment, ne devient-il pas un bel être humain? Oui ou non? C'est tout. Donc pourquoi est-ce qu'on essaie de développer des habitudes comme si c'était une bonne chose? Les habitudes, c'est des réalités figées, où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous vous levez le matin et ça va vous arriver. Non, n'essayez pas d'automatiser votre vie. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est l'efficacité de la machine. Celui-ci est censé fonctionner intelligemment et consciemment. Personne ne s'attend à ce qu'il fonctionne comme une machine. Donc, en ce qui concerne la nourriture et autres, la nourriture doit être adaptée au corps pour lequel on mange. C'est pour le corps, c'est le matériau de construction de ce corps, la nourriture que vous mangez. Quelle est la nourriture appropriée? Malheureusement, c'est complètement détraqué actuellement. Traditionnellement, on mangeait de façon très sensée dans ce pays. Mais ces 1000 ans d'invasion ont apporté d'autres genres de culture alimentaire. Et aujourd'hui, le régime national, c'est pizza ou pâtes. Lequel c'est? Lequel est numéro 1? Je ne sais pas, les deux sont en compétition. Donc, on perd notre bon sens en ce qui concerne la nourriture. Il est définitivement temps de regarder ce qui est le plus adapté. Si je rentre là-dedans, c'est un processus très long. Mais vous devez expérimenter avec la nourriture. Pas seulement via la langue, mais via le corps. Vous mangez quelque chose aujourd'hui, et voyez, apprenez juste à observer à quel point votre corps se sent agile et actif après avoir mangé cette nourriture. Si la sensation c'est qu'il veut aller s'enterrer, ce n'est pas de la bonne nourriture. Si la sensation c'est qu'il veut être vivant après avoir mangé ça, à part le café, parce que c'est un stimulant, si vous mangez de la nourriture et que votre corps se sent très agile et vivant, ça veut dire que c'est de la bonne nourriture, le corps l'aime. Si quand vous mangez quelque chose, il se sent lourd, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Ça lui pose des difficultés, c'est pour ça qu'il se sent lourd. Donc juste en vous basant là-dessus, il y a tout un... Disons que c'est une façon très simpliste de le présenter.